Un plateau, deux invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Premier invité, qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Patrick Péter, je travaille dans un laboratoire du CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, dans les domaines de la cosmologie primordiale et en lien avec la physique des particules, la théorie des cordes et toutes les théories de physique fondamentales qui sont liées à la cosmologie. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Je suis Aurélien Barraud, je suis chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS à Grenoble et professeur à l'université Joseph Fourier. Mes thématiques d'intérêt principal sont d'une part au niveau expérimental, la recherche de ce qu'on appelle les rayons cosmiques et les grands télescopes, et au niveau théorique, l'étude des tout premiers instants de l'univers. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec comme point de repère, une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. Première partie du débat. L'univers a-t-il des limites ? Ça, j'avoue que c'est une question qui me paraît un petit peu bizarre au niveau scientifique, parce qu'en fait, l'univers a des limites, forcément, les limites de ce qu'on peut voir ou pas. Au-delà de ça, la question, c'est aussi la question de l'infini, la question, oui, l'univers est-il fini ou infini ? Je ne sais pas si c'est pas plutôt une question philosophique, c'est-à-dire à mon sens plutôt presque en dehors du champ de la science. Bon, c'est pas vraiment. Je suis pas sûr que ce soit une vraie question scientifique. Par contre, la question de ce qui se passe dans l'univers et est-ce qu'on peut tester éventuellement ce qui peut se passer au-delà de ce qu'on peut voir, ça peut éventuellement avoir un sens, mais c'est à discuter. Moi, je trouve que c'est une assez belle question, en fait. Parce que comme toutes les questions signifiantes, elle est un peu paradoxale, elle est un peu ambiguë, on ne sait pas exactement ce qu'elle convoque, des concepts très lourds. L'univers, l'universus, c'est le tout en latin. Est-ce qu'on peut penser le tout ? La limite, c'est à la fois ce qu'on ne peut jamais atteindre, est-ce qu'on a toujours envie de déchirer ou de dépasser, disait Deleuze. L'univers a-t-il des limites ? Je pense qu'on ne pourra pas répondre à la question, mais je crois que c'est une question signifiante parce qu'elle convoque non seulement une connaissance de l'univers, mais je crois qu'elle nous oblige également à nous interroger sur la connaissance de cette connaissance elle-même. Il y a toujours une petite méta-question en embuscade, et ça, c'est pas vraiment pour me déplaire, à dire vrai. Alors je crois que le satellite Planck, qui est un remarquable instrument européen, qui est actuellement en train de prendre des données et qui permet d'observer en quelque sorte la première lumière de l'univers, va, si ce n'est révolutionner, au moins infléchir considérablement notre représentation cosmologique. Et pour prendre toute la mesure de ce bouleversement, je pense qu'il est signifiant de rappeler quelques éléments de base de ce fameux modèle du Big Bang, qui est une belle construction scientifique. Que certains essayent de remettre en cause occasionnellement, même encore maintenant, de nos jours. D'ailleurs, cette remise en cause est légitime, mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est notre meilleur modèle, et je crois qu'on a de bons arguments pour ça. Je pense au paradoxe de Olbers, le fait que le ciel nocturne soit noir, alors que si l'on supposait un modèle d'un univers statique et infini, on s'attendrait à avoir un ciel très brillant. Ça nous amène directement au problème de la finitude ou non, ou pas de l'univers, d'ailleurs. Exactement, oui. Donc au moins une mise en évidence des difficultés de se passer de cet univers en expansion. Je pense au problème, ou plus exactement à l'observation de la récession des galaxies. Chaque point d'univers semble s'éloigner de chaque autre, donc en adéquation avec l'image d'un monde en explosion, en quelque sorte. Donc les mesures des années 30 déjà, de Hubble et autres. Absolument, et je crois d'ailleurs que ça rend le modèle extrêmement facile à infirmer, parce qu'il suffirait de trouver une seule galaxie lointaine qui se rapproche de nous pour que l'ensemble de l'édifice s'effondre. C'est donc pas une pure spéculation, c'est un vrai modèle. C'est un vrai modèle théorique scientifique. Exactement. Je pense aussi à la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la physique nucléaire appliquée à la cosmologie. On sait évaluer ce que devraient être les abondances des différents atomes, et ça coïncide plus ou moins très bien avec ce qui est effectivement observé. Je pense à l'adéquation des âges. Le fait que les plus vieilles étoiles semblent avoir un âge qui est à peu près égal et même un peu inférieur à celui inféré pour l'univers lui-même, c'est remarquable, parce que si les objets étaient plus vieux que l'univers, évidemment le modèle serait invalidé. Si au contraire les objets étaient beaucoup plus jeunes que l'univers lui-même, il serait relativement peu naturel, donc je trouve que ça corrobore bien l'ensemble de l'édifice. Et enfin,
ce que mesure le satellite Planck, ce fond diffus cosmologique, cette remarquable prédiction, ce bain de lumière, cette lumière relique du Big Bang en quelque sorte, que l'on devrait observer à une température donnée et qui aujourd'hui permet, et c'est, je crois, ce qui nous intéresse avec cet instrument nouveau, d'en inférer de très grandes informations sur l'univers primordial. C'est surtout là aussi, je pense, où les choses ont changé très très récemment et sont encore en train de changer. C'est-à-dire que la cosmologie, à mon sens, est passée d'une phase où on pouvait dire plus ou moins un peu n'importe quoi, et certains ne s'en sont pas privés d'ailleurs, et maintenant on en arrive à faire ce qu'on appelle d'ailleurs vraiment de la cosmologie de précision, qui est, on mesure vraiment des choses dans les grands détails, l'exemple typique étant effectivement les fluctuations du fond diffus, c'est-à-dire que le fond diffus qu'on observe, on peut l'observer vraiment dans toutes les directions, et ce qu'on observe, c'est pas tout à fait la même chose, c'est presque la même chose partout, donc c'est vrai que le fondamental du modèle standard, avec une phase d'expansion, un modèle homogène, isotrope, c'est vrai, mais l'univers a aussi des inhomogénéités de ci, de là, et en particulier celles qu'on retrouve quand on mesure le fond diffus cosmologique, justement, avec une très grande précision, c'est ce que fait Planck. C'est ce que je trouve d'ailleurs assez fascinant, parce que finalement, ce fond diffus cosmologique, ça correspond à la lumière qui trace l'état de l'univers quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Ce qui est à la fois très très jeune par rapport à nous, on est 13 milliards d'années aujourd'hui après le Big Bang, mais c'est à la fois très très vieux par rapport à la physique de l'univers très primordial, celle qui nous intéresse finalement le plus, celle des tout premiers instants. Et cette espèce de photographie d'état intermédiaire se relève comme miraculeusement riche d'informations. D'autant plus qu'on peut la vérifier, on peut la mesurer avec des degrés de précision absolument invraisemblables, et qu'en plus elle nous apporte une mesure des mécanismes qui se sont produits dans l'univers très 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 primordial. C'est ça qui est intéressant. On a sur des temps caractéristiques qui sont beaucoup plus courts que l'âge de l'univers, qui sont des temps qui sont caractéristiques de la physique des particules. Donc c'est finalement peut-être ce qui est fascinant dans cette science, c'est qu'on convoque à la fois des savoirs d'astrophysique, des savoirs de physique nucléaire, des savoirs de physique des particules, et tout ça aujourd'hui commence à prendre un peu corps, c'est-à-dire que ce ne sont plus, je crois, des propositions disparates, mais on a une sorte de modèle dominant qui n'est évidemment pas parfait, qui n'est pas sans lacune, je pense qu'il faudra qu'on en dise quelques mots, mais qui commence à nous laisser croire qu'on peut dire quelque chose des premiers instants du cosmos. On fait plus que pouvoir dire quelque chose, on a même des modèles qui sont prédictifs. On a ce qu'on appelle maintenant le paradigme actuel de l'inflation, qui consiste à imaginer une phase très très primordiale, donc dans une phase où on ne connaît pas bien la physique en fait, et où on imagine que l'univers, au lieu de simplement être en expansion normale, telle qu'on la mesure actuellement, se retrouve dans une phase d'expansion accélérée, c'est-à-dire qu'il entre véritablement, il grandit dans des proportions considérables en un intervalle de temps extrêmement court, et ça, pour aussi invraisemblable que ça puisse paraître, c'est très prédictif. Ça nous dit, en fait, c'est ça qui va nous dire quelle est la forme, quelles sont les petites fluctuations qu'on va avoir, les fluctuations de densité qui vont générer ensuite les grandes structures derrière. D'ailleurs, finalement, si on voulait le dire de manière un petit peu imagée, dans ce fond diffus, on observe ces inhomogénéités que vous présentiez, qui correspondent en quelque sorte à la propagation d'ondes acoustiques. Donc, en quelque sorte, on écoute l'univers primordial. Et moi, je crois que là, maintenant, effectivement, avec Planck, on va commencer à pouvoir, comme vous le disiez, peut-être sonder la physique de l'inflation, mais peut-être même, avec beaucoup de pincettes et beaucoup de réserves, mais on va peut-être même pouvoir commencer à aller au-delà dans la physique vraiment de l'univers le plus primordial, peut-être de sonder quelques effets de ces traces de ce qu'on appelle la gravitation quantique, de ce Graal de la physique théorique qui est aujourd'hui encore très spéculatif, mais qu'on va peut-être un jour enfin mettre au banc de la science expérimentale. Certains espèrent y voir de la théorie des cordes, d'autres espèrent y voir d'autres théories alternatives. Le satellite Planck livrerait peut-être des indices sur la fameuse théorie des cordes. Mais que dit-elle exactement? On peut définir la théorie des cordes de manière très simple, en considérant qu'au lieu de considérer que les particules sont des particules ponctuelles, dans ce cadre-là, on va dorénavant décider que ce sont des morceaux de cordes, donc que ce soit sous forme de boucle ou de cordes ouvertes. On a des petits morceaux de cordes qu'on voit comme des points, c'est-à-dire qu'ils sont tout petits en soi. Et ça donne une idée, une distance, une longueur caractéristique qu'on ne verra pas. À partir de là, ça pourra ensuite, le fait qu'il y ait cette toute petite distance qui intervient pourra nous faire comprendre pourquoi il y a des choses qu'on peut observer et d'autres qu'on ne peut pas observer. Mais je pense que ce qui est étonnant, c'est que finalement, c'est cet observable à très grande échelle, puisqu'on est dans le macrocosme, qui nous donne des renseignements extrêmement précieux sur le microcosme. Et finalement, pour sonder l'état intime de la matière, ou peut-être même plutôt de l'espace-temps d'ailleurs, aux échelles les plus ridicules, je pense que ce n'est pas le LHC qui est le plus utile, c'est peut-être le satellite Planck qui, lui, observe
l'univers à très grande échelle? En fait, c'est peut-être une combinaison des deux. On dit souvent que la cosmologie moderne, c'est le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, donc c'est par définition même l'infiniment grand. Donc là, on va mélanger en effet donc l'univers dans son entier au moment, on va le regarder au moment où il était tout petit et voir, vraiment petit. Donc c'est le mélange des deux. C'est là où tous les effets potentiellement intéressants vont être là, vont être peut-être visibles, vont peut-être laisser des traces, et c'est surtout là où on a une certaine physique qu'on ne connaît pas. On connaît bien l'évolution sur les 14 milliards d'années qui précèdent, mais il manque la fraction de seconde initiale. Et d'ailleurs, je trouve que la réciprocité est en train de se mettre à l'œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, les collisionneurs, les accélérateurs de particules, le grand LHC de Genève donne une information qui est absolument nécessaire à la compréhension de l'univers primordial, mais réciproquement, et c'est peut-être en ce sens-là que les choses sont en train de changer, en particulier avec le satellite Planck, la cosmologie, elle aussi, nous permet, me semble-t-il, d'inférer des informations nouvelles sur l'infiniment petit, non seulement sur la physique des particules, mais peut-être même encore au-delà, sur ces modèles que nous évoquions de théorie des cordes ou de gravité quantique à boucle. Mais sur des échelles d'énergie peut-être même plus importantes. Oui, le LHC, finalement, considère des échelles d'énergie qui ne sont pas si élevées que ça par rapport à qui sont même beaucoup plus petites que celles sur lesquelles on s'intéresse pour l'univers très primordial qui nous donne ces fluctuations qui font apparaître les structures dans l'univers. Mais je crois qu'on ne doit pas quand même passer sous silence un certain nombre de difficultés majeures, le fait que l'essentiel de la masse de l'univers soit de nature inconnue, le fait que l'expansion de l'univers soit en train de s'accélérer, c'est quand même étonnant, parce que la gravitation, on la pense comme une force de freinage, et pourtant il semblerait que l'univers grandisse de plus en plus vite, ce qui est tout de même un peu délicat. Et puis même finalement le Big Bang lui-même, moi je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le Big Bang, non pas le modèle du Big Bang, mais le point initial. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable de fonder notre cosmologie sur une description qui commence par une incohérence. Parce que finalement, le Big Bang, c'est quelque chose que la théorie prédit, mais que la théorie ne permet pas de comprendre. Il est en quelque sorte, à mon sens, le moment ou le lieu d'effondrement de la théorie. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi essayer de questionner. Tout ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un moment où il faut fabriquer d'autres théories, typiquement la théorie quantique de la gravitation, mais même avant ça, il faut probablement changer notre physique. On connaît très très bien la physique jusqu'à la physique nucléaire, globalement, jusqu'aux énergies du LHC, à peu de choses près, mais on a encore beaucoup d'ordres de grandeur entre cette physique du LHC et la physique dont je parlais tout à l'heure de l'inflation. On a encore un certain nombre d'ordres de grandeur sur lesquels on peut beaucoup discuter, on peut rajouter encore d'autres choses. Et c'est là où les observations cosmologiques nous apporteront plus, peut-être, que les observations en accélérateur. Moi, je crois que le modèle du Big Bang est tout à fait significatif. Mais il me semble qu'il faut quand même garder toujours à l'esprit, non pas seulement le raffinement du modèle en cours, mais aussi la possibilité du changement de paradigme, du bouleversement, qui n'est pas tout à fait exclu quand même, compte tenu des difficultés du modèle cosmologique standard actuel. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est précisément ce qui s'est passé dans les années 60. Avant ça, il y avait un paradigme complètement différent, qui était le paradigme de l'univers stationnaire, essentiellement donc un univers qui bougeait, mais qui se répétait sans cesse, et dont on disait d'ailleurs qu'il était correct, et que l'autre modèle qui à l'époque était concurrent, et qui était d'ailleurs relativement il était malvenu d'en parler dans les conférences, on disait que ce modèle-là ne pouvait pas être correct, puisqu'il prédisait l'existence d'un fond diffus cosmologique. Donc le modèle du Big Bang tel qu'on connaît actuellement a été considéré pendant très longtemps comme incompatible avec les données. Et puis, donc en 1965, on a observé ce fameux fond diffus cosmologique, et là, du coup, il est devenu impossible de refuser ce modèle-là, et il y a eu donc vraiment un changement de paradigme très, très clairement daté. Et donc c'est pour ça que ça me paraît un peu difficile d'imaginer qu'il y a encore un nouveau changement de paradigme. C'est possible, mais oui, ça paraît difficile. Je suis assez d'accord avec vous, et c'est vrai que c'est d'ailleurs un faux procès qui est souvent fait aux scientifiques. J'ai souvent entendu dire que le modèle du Big Bang, finalement, était une manière de théoriser, dans notre jargon physico-mathématique, l'idée de la création divine. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas du tout, parce que les scientifiques ne croyaient pas à cet univers en expansion, et qu'il s'est vraiment imposé parce que c'était le meilleur choix. En revanche, je pense que le cadre global, dans lequel on pense ce modèle de Big Bang, lui, peut évoluer. C'est par exemple la question de l'origine. Le Big Bang ne s'intéresse qu'à ce qui se passe après, en quelque sorte, cet instant initial. La question de l'avant a-t-elle un sens ?
Nous avons appris, je pense, vous et moi, à l'école, qu'elle n'avait pas de sens. Parce que la théorie qu'on utilise, qui se nomme la relativité générale, la très belle théorie d'Einstein, qui nous montre que l'espace est dynamique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'expansion de l'univers ne sont pas des points qui se déplacent dans l'espace. C'est l'espace lui-même qui grandit. C'est une dilatation de l'espace. Dans la théorie d'Einstein, on ne peut pas poser cette question. C'est un peu comme se demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Au nord du pôle Nord, il n'y a rien. Il n'y a pas de nord du pôle Nord. Et ça, je crois qu'une évolution majeure peut prendre naissance, c'est de recadrer en quelque sorte notre univers peut-être dans un cadre plus large et le Big Bang dans une histoire temporelle elle-même plus large. Alors justement, s'il y a eu une phase d'inflation en particulier, on peut imaginer qu'on peut partir d'un univers qui était fini ou infini, à la limite, je ne sais même pas encore une fois, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ça a véritablement un sens ou pas, mais on peut partir d'un univers qui est même tout petit au départ, et puis qui va croître dans des proportions tellement gigantesques, ici ou là. D'ailleurs, il peut croître en différents endroits, dans des proportions différentes d'ailleurs d'un endroit à l'autre. C'est ce qu'on appelle tous les modèles d'inflation éternelle, où on a finalement plein d'espèces d'univers différents, et il se trouve que nous vivons dans l'un d'eux, qui finalement s'avère être quelque chose de tout petit par rapport à l'univers dans son entier, qui ensuite, fini ou infini, là encore, la question ne fait pas forcément de sens. Par contre, ce qui peut faire un sens, c'est qu'il y ait plusieurs univers. Oui, tout à fait, mais ce que vous présentez là se situe déjà à un niveau assez élevé, me semble-t-il, de complexité. Et je crois que la question, à mon avis signifiante, de la finitude se pose déjà en des termes finalement plus rudimentaires et plus élémentaires. Notre théorie de la gravité, donc de l'espace, c'est la même chose, la relativité générale. Lorsqu'on l'applique à l'univers dans son ensemble, qui se trouve un peu paradoxalement d'ailleurs, être plus simple que chacun des objets le constituant, a une prédiction très claire. C'est que l'espace ne peut avoir, ou plus exactement l'espace-temps, ne peut avoir que 3 formes possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 de ces 3 cas, et aujourd'hui on ne sait pas lequel est effectivement à l'œuvre dans notre monde, l'espace est strictement infini. Et je crois que cela a des conséquences. Ça a des conséquences parce que lorsqu'on s'étonne de la morphologie ou des constituants de notre monde, suivant qu'il est unique parce que fini, ou qu'il est éventuellement multiple et même multiplement infini parce que nous aurions une infinité d'univers dans cet espace infini, alors la réponse change radicalement de nature. C'est vrai, mais il faut aussi rappeler que les 3 formes qui peuvent exister comme ça en relativité générale, qui sont un univers qui aurait essentiellement, par exemple, si on se ramenait à 2 dimensions, qui aurait la forme d'une boule, sauf que c'est à 3 dimensions, c'est plus difficile de visualiser une boule à 3 dimensions, mais une boule à 3 dimensions, ça c'est l'univers qui est fini en soi, et puis sinon il y a 2 autres formes qui sont infinies, qui sont plus comme des selles de cheval, d'une structure comme ça, avec une courbure différente, mais ça, c'est local, c'est de la physique locale. Si on s'intéresse à la physique, à la structure globale de l'univers, on va s'apercevoir qu'on peut aussi, c'est ce qu'on appelle la topologie de l'univers, on peut refermer l'univers sur lui-même, même s'il a une structure ouverte. Comme ça, c'est un peu, l'exemple typique, c'est de prendre une feuille de papier qui a l'air d'être plate et infinie comme ça, et puis si on la referme sur elle-même 2 fois, eh ben, elle reste localement, on voit toujours quelque chose de plat, mais finalement, c'est quelque chose de fini. Donc, par contre, on va pouvoir ensuite voir, là il y aura des différences. Parce que si l'univers est fini, alors si on peut regarder, si on a la chance qu'il est suffisamment petit, qu'il soit suffisamment petit par rapport à ce qu'on peut regarder dedans, alors on va pouvoir le voir qu'il est fini. Comme on vous disait tout à l'heure que la Terre était ronde, on peut voir que la Terre est ronde parce que si on marche dans une direction, on va finir par revenir au même point. Là, la chose sera vraie aussi. Si on regarde dans une direction, on pourra voir, et dans une autre, voir 2 objets différents qui seront les mêmes. Donc vous mettez de l'eau à mon moulin, finalement. Vous êtes en train de convenir avec moi que ce modèle est effectivement falsifiable, qu'il est sérieux, et que néanmoins, il change la représentation globale, non seulement au niveau mythique, si vous voulez, mais c'est peut-être pas ce qui nous intéresse ici, mais aussi au niveau scientifique. Parce que je crois que la probabilité de gagner au loto ne s'interprète pas du tout de la même façon, suivant qu'on joue une fois ou qu'on joue une infinité de fois. Et le fait qu'on ait gagné, puisque les lois de la science, telles qu'on les observe, semblent permettre l'existence de la vie, nous sommes là en train d'avoir cette conversation, me semble avoir un sens très différent, suivant que l'on considère un processus avec un seul univers, ou un processus avec une infinité d'univers, auquel cas, bien sûr, à un moment ou à un autre, c'est effectivement produit la naissance d'un univers capable de former des êtres complexes. Alors là, c'est vrai que le côté fini ou infini, vraiment, ça devient très très important, parce que ça change complètement la structure de la pensée scientifique qu'on va avoir derrière. Si l'univers est fini,
on peut essentiellement le mesurer, on peut le voir qu'il est fini. S'il est infini, on ne peut pas le mesurer. En fait, on peut prouver qu'il est fini, on ne peut pas prouver qu'il est infini. Et en plus, et par ailleurs, s'il est infini, effectivement, avec ces idées de multivers au lieu d'un univers, c'est-à-dire au lieu d'avoir un seul univers, ben, on en a plusieurs, voire une infinité, il y a un changement d'idée, de philosophie presque sous-jacente qui est radical. Et alors ? C'est peut-être une bonne chose. Moi, je pense que ce qui est intéressant avec ces questions, c'est non seulement qu'elles questionnent ce qu'il y a dans l'univers, ce qu'est l'univers, notre métier de chercheur au quotidien, mais qu'elles questionnent aussi la manière dont on fait notre métier, c'est-à-dire ce qui est accessible ou non à la physique. Et en ce qui me concerne, je ne crois pas... D'abord, c'est peut-être vrai, auquel cas que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, bah, ça serait une nouvelle, je dis peut-être, hein. Mais au-delà de ça, je crois que ça serait quand même une bonne nouvelle. Parce que je crois qu'il y aurait quelque chose de presque réenchanté, finalement, dans cette vision des choses. Je crois que le darwinisme, donc notre théorie de l'évolution dans le domaine biologique, n'a pas du tout désenchanté et n'a pas du tout invalidé les capacités prédictives de la biologie. Tout au contraire. Je pense que c'est une théorie qui a jeté un éclairage nouveau sur l'origine des espèces et qui a renforcé la cohérence globale de la représentation du vivant. Sauf que là, il y a un problème énorme en physique et en cosmologie en particulier, c'est les ordres de grandeur. On parle d'ordre de grandeur maintenant, on parle de l'univers en entier, c'est-à-dire les temps caractéristiques, c'est les dizaines de milliards d'années. Les longueurs caractéristiques, c'est donc évidemment les dizaines de milliards d'années-lumière, c'est-à-dire c'est des choses sur lesquelles on peut pas faire d'expérience. Donc en gros, je reviens toujours à ça, si l'univers est infini et avec un nombre infini d'univers qui peuvent être très très différents, j'ai peur qu'on ne puisse jamais le tester. Donc on a un changement radical d'idéologie sous-jacent, mais qui n'est pas testable. Donc à ce moment-là, on n'est presque plus dans le domaine de la science. Ça, j'en suis pas tout à fait sûr pour deux raisons. D'abord parce que le domaine de la science, moi je crois qu'il est variable, qu'il évolue avec le temps, et la science telle que définie par Karl Popper comme un ensemble de propositions qui peuvent être invalidées par des expériences, d'abord je crois que ça n'a jamais marché comme ça, je pense que c'est pas vrai, je pense que c'est une analyse qui est naïve et incorrecte, et en plus, je crois que ce serait pas très grave qu'on en sorte. Mais surtout, quand bien même on le déplore, ce qui a l'air d'être votre cas, je ne crois pas qu'on en sorte. Moi, je crois que dans un univers éventuellement infini, donc dans ce que vous avez appelé un multivers, on peut continuer à faire des prédictions et on peut continuer à faire de la science usuelle. Simplement, c'est de la science pauvre. Ça, c'est vrai, parce qu'on ne dispose que d'un seul échantillon. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on faisait une expérience de physique des particules et au lieu de faire 1 milliard de collisions, on n'en faisait qu'une. Alors évidemment, avec une, on comprend beaucoup moins de choses qu'avec 1 milliard. Et nous, on ne peut voir qu'un univers, par définition, parce que si on pouvait voir les autres, ils seraient dans notre univers. Donc c'est vrai, c'est moins bien du point de vue de la précision. Mais néanmoins, je ne crois pas qu'en principe, le pouvoir prédictif s'effondre. J'ai peur que ce soit plus que moins bien, c'est-à-dire que... Enfin, moi j'utilise souvent cet exemple. Si on prend une boîte avec 10 000 boules rouges et une boule noire et qu'on fait un seul tirage, sans savoir ce qu'il y avait dedans au départ, eh ben, on ne peut rien dire. Le fait de tirer la boule noire ou une des boules rouges, on ne peut strictement rien dire sur quel était le contenu de la boîte au préalable. Eh ben, oui, parce que vous avez fait une hypothèse très forte qui est qu'on ne savait rien a priori. Absolument. Si on ne sait rien de ce qu'il y a dans la boîte, avec un tirage, on ne peut rien en conclure. Mais si on sait qu'on a 10 000 boules rouges et une boule noire, avec un tirage unique, et qu'on tire la boule noire, on peut exclure le modèle avec une très grande confiance. Donc tout est là. Cette image d'univers multiple n'aurait aucun sens si ce n'était qu'une image. Mais elle est fondée sur des théories sous-jacentes. Et si ces théories sont suffisamment bien connues, je reste convaincu qu'un unique tirage, de même qu'une unique expérience, contient de l'information et permettent de corroborer ou d'infirmer l'ensemble du modèle. On peut arriver peut-être effectivement si, dans un cadre théorique donné, on a non seulement un ensemble d'univers infini, beaucoup d'univers et beaucoup de possibilités, et je ne crois pas qu'on puisse vraiment les tester par le seul et unique tirage. Par contre, on peut espérer que cette théorie ait d'autres prédictions. Absolument. On peut revenir sur le fond diffus cosmologique. En général, on peut regarder le fond diffus cosmologique à beaucoup d'échelles de distance. Le fond diffus cosmologique, les structures de l'univers, les galaxies, comment les galaxies se mettent ensemble, comment il y a toutes ces formes de structures qui se passent. On peut regarder la physique donc aussi dans les accélérateurs et mélanger tout ça. Et en théorie, une théorie qui prédirait un multivers aurait d'autres conséquences ailleurs qu'on devrait pouvoir vérifier. Donc c'est un ensemble de choses qu'on doit pouvoir mélanger. Et tout à fait. Je crois que c'est ce qui fait la force de ces modèles, finalement. C'est que les univers multiples ne sont qu'une des conséquences de ces modèles. Ils ne sont pas le cœur de ces modèles. Et effectivement, vous évoquiez la théorie de l'inflation tout à l'heure, qui n'a pas du tout été
invoquée pour créer, pas par goût, des univers multiples. Elle a été invoquée pour de toute autre raison, beaucoup plus sérieuse, entre guillemets, en tous les cas beaucoup plus tangible et beaucoup mieux testable. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, je ne crois pas qu'on aura une réponse claire à ces questions dans les prochaines années avec le satellite Planck. Mais je trouve remarquable qu'il devienne possible d'envisager des tests expérimentaux de ce type d'interrogation et que quelque part, peut-être un peu contrairement à ce que vous laissiez entendre, moi je pense que la migration est plutôt là de la métaphysique vers la physique et non pas l'inverse. Je crois que ces questions étiquetées comme métaphysiques entrent doucement, très doucement, dans le champ des sciences dures. Ce qui me semble remarquable, c'est que des théories très spéculatives, mais néanmoins sérieuses, de gravité quantique permettent aujourd'hui de donner quelques éléments de réponse possibles à cette question. Moi, je pense en particulier au modèle de gravité quantique à boucle, par déformation professionnelle, qui essaye de concilier nos deux grandes théories physiques, d'une part la relativité générale d'Einstein, d'autre part la mécanique quantique, qui est en gros la physique de l'infiniment petit, et qui, quand on l'applique à la cosmologie, prédit que le Big Bang disparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'instant original, mais que l'univers aurait vécu une sorte de grand rebond, c'est-à-dire que quand on remonte dans le passé, l'univers se serait d'abord contracté, serait devenu extrêmement petit, et se serait ensuite étendu dans la phase d'expansion qui est aujourd'hui mesurée. Et d'un seul coup, le modèle global de l'univers se trouve réemprisonné dans un cadre qui contient un temps infini au futur et infini au passé. Et je trouve que d'ailleurs c'est intéressant sociologiquement aussi, parce que nous, on a appris la cosmologie avec le modèle du Big Bang. Et les gens de notre âge ou plus jeunes nous disent « mais c'est quand même bizarre un univers qui n'a pas de commencement », alors même que nos pères étaient très choqués que le Big Bang prédise un commencement. Donc on voit aussi à quel point on est, je trouve, sociologiquement prisonnier des archétypes de notre temps. En effet, bon, en relativité générale, bon, voilà, le Big Bang, c'est le temps zéro, c'est un endroit où il y a une singularité, où, en gros, on ne sait pas décrire. Mais le souci, c'est que dès qu'on fait de la gravitation quantique, hein, le temps lui-même devient quelque chose, devient un objet qui n'est pas très très bien défini. Donc, est-ce que c'est vraiment éternel ou pas? Est-ce que le temps vient enfin, est-ce que le temps a été là de tout temps? C'est une question bizarre d'ailleurs en soi. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le temps, c'est un gros problème en soi en mécanique quantique. Ce n'est pas quelque chose qu'on mesure facilement. Ce n'est pas quelque chose c'est pas comme l'espace. Contrairement en relativité générale, le temps et l'espace, c'est la même chose. En mécanique quantique, c'est très différent. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Le problème se pose finalement presque déjà en relativité générale. La question de la description d'un système évoluant temporellement est très compliquée finalement. Toujours est-il que quelque chose évolue, et il n'est quand même pas exclu que quelque chose ait évolué en amont, si l'on peut dire, et quelle que soit l'horloge que l'on utilise pour mesurer cet amont du Big Bang. Et le fait que ceci soit non seulement possible et éventuellement mesurable, de façon très difficile, moi je ne crois pas que Planck pourra le mesurer, mais je crois que Planck pourrait le mesurer, et on avait beaucoup de chance, c'est déjà, je trouve, une nouvelle quand même qui est très réjouissante. Ah oui, on peut dire des choses dès maintenant, où on pourra, dans un futur pas trop lointain, dire des choses sur ce qui se passe, enfin, sur la cosmologie quantique pratiquement, sur ce qu'il y a avant le Big Bang, pour autant que ça veuille dire quelque chose, ou simplement on arrivera peut-être même à arriver à définir que la question a un sens. C'est déjà une énorme information. Ensuite, savoir ce qui s'est passé réellement, il peut aussi y avoir un souci. La cosmologie, elle part de conditions initiales. Donc, quelque part, c'est facile de mettre des conditions initiales sur une petite région de l'espace. On dit, bah voilà, c'est homogène, par exemple, parce que c'est tout petit et on imagine que les champs ou tous les objets qui existent là, tout ça, ça ne va pas varier beaucoup sur des toutes petites distances. Le problème actuel de la cosmologie, c'est que ça ne varie pas sur d'énormes distances. Mais en fait, on revient avec ce même problème quand on fait un rebond, parce que, à la limite, du coup, ça veut dire que les conditions initiales sont reportées dans le passé, tellement loin dans le passé que l'univers était gigantesque. De toute façon, le problème des conditions initiales se pose de façon aiguë, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de commencement. Mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'à l'instar des modèles d'univers multiples que nous évoquions précédemment, les modèles de gravité quantique n'ont pas été construits et inventés de façon ad hoc pour résoudre ce problème du Big Bang, auquel cas je pense qu'ils perdraient en crédibilité. C'est vrai qu'en quelque sorte, ils doivent résoudre ce problème, parce que cet état infiniment dense, infiniment courbe, n'est pas physique. Ça, on en est à peu près convaincu. Donc ils doivent y répondre, mais ils n'ont pas été inventés à cette fin. Donc le fait que de concilier
les équations d'Einstein avec les équations de la mécanique quantique dans l'approche des boucles, ou de s'intéresser, comme en théorie des cordes, à ces petites structures filiformes comme ça qui se déplacent dans un espace-temps très complexe, puissent résoudre la question du commencement et apporter un éclairage nouveau, est quand même quelque chose qui, à mon sens, n'était pas évidemment prédictible. Voilà. Donc il se passe quelque chose d'assez intéressant, il se passe quelque chose qui n'est pas mis à la main, en quelque sorte, qui est une sorte de bonus à partir de théories qui ont été développées à d'autres fins. Et ça serait quand même assez remarquable que ces théories de l'infiniment petit, que les gens ont pendant des décennies considérées comme essentiellement intestables, reviennent aujourd'hui en quelque sorte dans le giron de la science observationnelle par le biais de la cosmologie, c'est-à-dire par le biais de l'infiniment grand. Et ça, je ne dirais pas que c'est ce qui est en train de se passer, parce que je ne crois pas qu'on va tester la théorie des cordes ou la théorie des boucles dans les 5 prochaines années. Mais en tout cas, je crois que certains modèles un peu à la limite de ces choses-là peuvent d'ores et déjà être exclus par un certain nombre d'observations. Et donc là, on commence à entrer dans la phase passionnante où l'expérience commence à pouvoir trier entre les différentes théories concurrentes. Ce qui est intéressant dans le modèle d'inflation, c'est que ça commence avec un univers qui est tout petit. C'est-à-dire qu'on comprend bien ce qui peut se passer, on ne comprend pas forcément très bien, mais on peut appliquer les lois de la mécanique quantique sur un objet qui est tout petit. Et donc on peut calculer un peu comment est-ce que cet objet va pouvoir apparaître comme alors qu'on a un ensemble, un univers infini, et puis tout d'un coup, pourquoi il va y avoir ces conditions qui vont faire apparaître ce petit bout d'univers qui va grandir jusqu'à devenir le nôtre. Dans un modèle de rebond, c'est quelque part un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais l'univers n'est pas forcément tout petit quand même. Enfin, je veux dire, dans un univers spatialement plat, par exemple, l'univers est toujours infini. Il est infini à tout instant. Donc, c'est un peu délicat, c'est-à-dire qu'il est tout petit. Enfin, on peut dire que la zone d'intérêt est toute petite. Voilà. Notre univers, oui. L'univers qu'on peut observer. Ça ramène à ce que je disais au départ, savoir la question de la finitude de l'univers, dans la mesure où nous n'avons accès, nous, qu'à une distance finie dans l'univers, c'est pas très clair que c'est une question qui se pose au niveau physique. Il me semble quand même qu'il y a une tendance. Cette tendance est probablement réversible, comme toutes les tendances en science, et il faut probablement la questionner. Mais je crois que tant au niveau spatial, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'au niveau temporel, la tendance est quand même au dépassement des limites. Spatialement, bon, vous n'en convenez, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point, mais moi je crois qu'on peut commencer à dire des choses avec beaucoup de précautions sur ce qu'il y a au-delà de l'horizon, c'est-à-dire au-delà du visible, et temporellement, et là on est peut-être un petit peu plus d'accord, je crois qu'on pourra peut-être, dans les prochaines années ou décennies, commencer à pouvoir dire des choses sur ce qu'il y a peut-être eu en amont du Big Bang. Ça, je crois que c'est quand même une évolution radicale, parce qu'on est en train de rendre l'univers infini, à la fois dans sa taille spatiale et dans sa taille temporelle. C'est pas tout à fait un détail. Et puis, encore une autre petite chose amusante, c'est qu'en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que l'univers soit infiniment grand et qu'il soit éternel, finalement, on s'aperçoit que c'est relié. On peut facilement imaginer un univers qui est fini en taille et fini en temps. On peut imaginer, c'est ce qu'on fait en permanence aussi, un univers qui est infini en taille et infini en temps. Maintenant, un univers qui mélange les deux, c'est quelque part plus difficile. C'est possible, c'est très facile dans le cadre des théories classiques, mais dès l'instant où on a une théorie quantique qui commence à mélanger un peu des notions auxquelles on n'est pas habitué, toutes les notions qui ont cours en physique atomique, là, ça commence à être beaucoup plus délicat. Et on a des modèles d'univers. On ne voit pas pourquoi il n'y aurait qu'un seul univers, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait un univers que de taille finie, alors qu'il est forcément originaire de quelque chose qui a une taille infinie au départ. Et pourquoi est-ce qu'on serait restreint? Donc, on voit bien pourquoi on est restreint à observer seulement une certaine région. Mais pourquoi l'univers lui-même serait fini? Et pourquoi le temps lui-même serait fini alors qu'on vient de quelque chose qui est un ensemble infini au départ? C'est vrai que ça, c'est beaucoup plus délicat. Oui, je pense que finalement, il y a peut-être une transition de phase qui est en train de se faire dans nos manières de penser. Et c'est un peu curieux parce que ce sont les théories finalement peut-être les plus mathématiquement abouties ou au moins les plus mathématiquement sophistiquées et élaborées qui induisent en quelque sorte cette nouvelle manière de penser. Alors, la théorie des cordes nous disait que sans aucun paramètre d'aucune sorte, ou plutôt avec un objet qui a une certaine dimension, sans aucun paramètre pratiquement, on allait être capable de prédire et de calculer tout ce qu'on mesure. Bon, alors maintenant, la question va être de savoir jusqu'où peut-on expliquer au niveau, et prédire et comprendre
au niveau purement théorique, et à partir d'où faut-il faire rentrer les données environnementales en jeu? La théorie des cordes est typiquement un modèle qui, contrairement à ce qu'on le dit, fait des prédictions. Elle prédit que l'espace a 9 dimensions. C'est quand même une prédiction remarquable. C'est la seule théorie quasiment à prédire le nombre de dimensions d'espace. Et ce n'est pas le cas. L'espace a 3 dimensions. Et donc la théorie est falsifiée. Sauf précisément à faire preuve de suffisamment d'ingéniosité pour se dire que ces dimensions sont là mais qu'on ne les voit pas. Et donc on voit bien que c'est jamais si simple que ça. La question de savoir si un modèle est ou n'est pas invalidé par l'expérience dépend beaucoup de la manière dont on comprend le modèle et de la manière dont on interprète l'expérience. Donc je crois que la théorie des cordes est exactement l'archétype de ce type de modèle, un peu à la frontière, qui à la fois est quand même relativement en difficulté par rapport à l'expérience et qui en même temps, pour des raisons liées à sa remarquable élégance mathématique, on va dire, continue d'attirer un grand nombre de chercheurs du domaine. D'autant que c'est, dans l'état actuel des connaissances, c'est la théorie la plus à même de décrire les phases primordiales de l'univers et donc de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur l'univers, donc entre autres de savoir sur ses dimensions, s'il est éternel, s'il est infini, toutes ces questions. Elles pourront trouver peut-être plus facilement dans le cadre de la théorie des cordes que dans aucun autre cadre connu à l'heure actuelle, des réponses. C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. 2 invités dans ce même plateau, rien que pour eux.